Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Qu'est-ce que je veux dire? Bah rien. Salut Chris, ça va? Salut Fred. Toujours là. Ça va et toi? Et je suis encore là. Nickel. Il est encore là, ou son sosie peut-être, je ne sais pas. 4e semaine, il n'est pas sorti de la maison. Voilà, c'est même le 5e épisode là qui 5e arrive. semaine. Voilà, donc 5e semaine, donc toujours on va parler de bar aujourd'hui. On va parler d'un sujet un peu d'actualité. Mais avant cela, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler évidemment de nos amis de Ice Cube Company. Voilà, on boit encore du cold brew, hein, évidemment. Pas énervé déjà, passe notre temps à boire. Et voilà, donc merci à Ice Cube Co, à Julien, qui fournit la Clear Ice que vous ne voyez pas dans mon verre, tellement elle est clear. Voilà, et bon, petite note, vous l'avez peut-être vu dans les newsletters. Y a une offre en ce moment, peut-être définitive, tiens, faudra que je lui demande, mais c'est peut-être une offre définitive. 50 centimes pièce, voilà, pour les professionnels, donc voilà. Peut-être que la prochaine fois, Chris vous fera le pitch en mode radio. Vous voulez que je vous le fasse? Allez, je vous le fais. Non, Nouveauté pour les pros. Allez, je vous le garderai pour le prochain. Pour le prochain, voilà. Allez, on le garde pour le prochain. Ok, bah voilà. Maintenant qu'on a parlé de ça, l'idée aujourd'hui, c'est évidemment, donc fin octobre, on a eu les 50 Best Bars. On a eu début novembre le top 500 bars. Et on s'est dit, quid de faire un épisode dédié à tous ces awards, tous ces classements qui un peu animent toute l'année, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'en fin d'année pour le coup. Il y a aussi les Spirited Awards, il y a d'autres classements avant. Et l'idée, c'était de voir un peu tout ça, d'énumérer tout ça, de voir comment ça fonctionne, de voir c'est quoi les critères, comment ça marche, est-ce que c'est pertinent, quel impact ça peut avoir. Voilà, peut-être tu auras probablement plus de billes là-dessus que moi. Et voilà. Donc, ce que je te propose peut-être pour poser le truc rapidement, c'est qu'on fasse un petit tour des différents principaux classements que j'ai l'occasion de relayer, notamment dans Bar News ou Distill News. Avec plaisir. On sait que c'est pas de peu parce qu'il y en a quand même un gros paquet et que ça commence à grandir là. Exactement. Surtout qu'il y en a un nouveau depuis cette année qui a éclos et qui sera intéressant de suivre. En tout cas, premier, évidemment, inévitable, tout le monde en parle tout le temps, c'est le 50 Best. 50 Best Bar qui se dévoile tout au long de l'année avec notamment des prix individuels, mais il y a aussi des prix genre les 50 Best des bars nord-américains, il y a les 50 Best des bars asiatiques. Et ça se conclut en fin d'année avec le 50 Best international. Voilà, donc celui-là, le plus connu. J'ai des petites fiches sur les méthodologies. Voilà, donc apparemment, le 50 Best, il y a 700 votants. Alors, je crois que c'est 680 exactement. C'est anonyme. Alors, c'est anonyme peut-être de manière un peu relative parce que il me semble qu'il y a des votants qui sont pas très discrets sur leur rôle. Mais voilà, j'ai ouï dire des choses un peu à l'étranger aussi. Ah bon? Voilà. Mais bon, peu importe. 680 votants, il y a même une petite slide là qui explique un peu plus ça en détail. Potentiellement, donc c'est essentiellement des bartenders et des propriétaires de bars qui votent, donc ça vaut pour 50% du jury. Il y a 25% de cocktail experts. Voilà, j'avoue, je n'ai pas la définition exacte de cocktail expert. Et il y a des drink writers, voilà, 25 autres pourcents, donc ça fait 25, 25 et 50. Ce qui est déclaré dans la méthodo, c'est qu'apparemment, il y a aussi une équité entre hommes et femmes. Et voilà, et puis bon, il y a différents tours, il me semble. Et voilà, bon. Je vous invite là sur Drinks International, il y a un dossier qui détaille tous les 50 best de cette année et il dévoile un peu le how it works. Voilà. C'est important quand même parce qu'il y a de plus en plus de classements et puis il y a quand même de plus en plus de supports sur lesquels on peut voir ces classements-là. Donc c'est quand même intéressant et clé, je pense, de savoir d'où vient ce classement. Exactement. Qui vote, comment ça fonctionne, comment c'est pondéré en fonction des différentes origines des votants, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir un minimum de transparence déjà là-dessus. Voilà. Petite notion importante peut-être, c'est pour ceux qui, je sais pas, douteraient peut-être de l'impartialité de tout ça. En tout cas, dans les explications, ils disent que tout ça est audité
voilà, par un auditeur indépendant, Deloitte, donc voilà, qui s'assure que tout est dans les règles de l'art, je dirais. Un petit cabinet. Voilà, donc on a les 50 best, évidemment, inévitables. Autre classement donc là, c'était début novembre, c'était le top 500 bars qui a été dévoilé. Donc là, on est sur un classement plus, je dirais, indépendant, avec un fonctionnement qui lui est vraiment propre, pour le coup. Et en gros, le top 500, comment ça marche? C'est donc Anthony Poncier qui a fondé ça. Donc c'est un classement qui a été fondé par un Français, pour ceux qui l'ignoreraient. Là, on est sur un algorithme, en fait. Donc Anthony, qui vient de la publicité notamment, je pense qu'il est très expert dans tout ce qui est analytics et un peu tout ça, comment récolter de la data et comment la lire, l'analyser. Et du coup, il a pondu son petit algorithme. Alors, on ne connaît évidemment pas le détail de l'algorithme, si ce n'est que ça prend en compte des médias, il me semble que c'est plusieurs milliers de médias ou de sources, en tout cas en ligne notamment, dans 20 langues différentes. Il y a un système de pondération en fonction des sources. Typiquement, si tu as un bar et que tu as un blog, évidemment, et que du coup, tu t'envoies des fleurs, ça sera pondéré plus bas que si c'est un grand journal international qui fait un article sur toi. Il va sans dire. Parmi les critères, on a tout ce qui est articles d'experts, de journalistes, d'influenceurs. On a évidemment, c'est intéressant de le préciser, le top 500 prend en compte aussi un peu ce qui se passe dans les autres classements. Forcément, si un classement les place bien un bar quelque part, c'est intéressant que le top 500, qui se veut un peu une vision objective et impartiale de tout ça, le prenne en compte. Ça prend aussi en compte, ça c'est intéressant, toutes les plateformes de review. Ah oui. Typiquement, alors je sais pas, peut-être Google My Business ou peut-être TripAdvisor, je ne sais quoi, Yelp, peu importe, mais voilà. Si vous avez des belles notes sur ces plateformes, c'est pris en compte aussi. Il y a les présences sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc ça, même si avant je disais, je pondérais sur le fait que évidemment, si tu es très actif sur les réseaux sociaux et que tu dis que tu es génial, enfin, on prend pas tout ça pour argent comptant, évidemment. Mais néanmoins, s'il y a beaucoup d'engagement sur vos réseaux, c'est potentiellement un signe que vous intéressez vos clients. Et puis en plus tu as d'engagement sur tes réseaux, plus tu vas avoir une remontée en plus de ça dans tes recherches par les bots et tu vas te retrouver plus exposé, donc capté aussi plus facilement par l'algorithme du top 500 bars. Après, je trouve ça intéressant parce que c'est une autre vision. C'est pas forcément quelqu'un qui vote. 700 votants pour le précédent, c'est forcément quelque chose de conséquent. Après, principalement des gens qui sont très proches de l'industrie. Mais là, ce que je trouve quand même assez intéressant et complémentaire à la finalité, c'est pour ça qu'on va en parler aussi un peu après sur cette espèce d'analyse un peu cross, c'est de se dire que pour une fois, c'est surtout basé sur de l'impact média. Ouais. Donc, avoir quelque chose en fonction qui est l'exposition médiatique, et tu l'as dit au sens très large, parce que ça comprend à la fois du média B2B et aussi B2C. Je prends un exemple, par exemple, pour la France. Si tu as eu un article dans les Échos et un article dans un magazine local, par exemple régional ou autre, n'aura forcément pas le même impact. Oui. Ou sur un petit blog ou quelque chose comme ça. Donc, exactement. Fatalement, si c'est en plus bien pondéré, je trouve que c'est intéressant, c'est une autre vision, ça méritait aussi que ça existe. Je pense que c'est difficile de croiser les deux types d'analyse, mais en tout cas, c'est pertinent. Donc voilà, le top 500, et dernier critère que j'ai noté, c'est les moteurs de recherche. Donc, voilà. Ouais. Donc si vous avez... C'est aussi, je pense que c'est intéressant, ça peut peut-être vous encourager à avoir un site. Il y a des bars qui peut-être délèguent ça à leur compte Instagram ou à leur page Facebook ou que sais-je. Avoir un site, avoir une belle page sur Google Business, c'est aussi un truc qui compte. Voilà. Nouveau venu ensuite, on a le The Pinnacle Guide, qui est un peu compliqué à dire en français. Pinnacle. Le pinacle. Voilà, le Pinnacle. Alors celui-là, il est un peu amusant pour les Français parce que on n'est pas sur on est un peu sur le principe des étoiles Michelin, sauf qu'ici c'est des pins. Voilà. C'est côté un peu rétro, non? T'as pas eu de pins quand t'étais plus jeune? Si, mais bon là, voilà. Tu as donc là, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il y a donc tout simplement, il n'y a pas de classement à proprement parler.
C'est simplement, vous allez être jugé, est-ce que vous êtes un bar excellent, outstanding ou carrément exceptionnel. Donc, est-ce que vous avez 1 pins, 2 pins ou 3 pins. Ici, particularité par rapport aux 2 autres, c'est qu'en fait, c'est basé sur... c'est vous, si vous êtes barman ou si vous avez un bar, c'est à vous de vous inscrire au Pinnacle Guide pour pouvoir être pris en compte dans le classement. C'est-à-dire qu'il y a les bars qui sont récompensés de ces pins, c'est forcément des bars qui ont fait la demande d'être pris en compte dans ce truc. Autre fait intéressant, les premières éditions, donc ça a été lancé cette année. Enfin, c'est un projet qui, je pense, moi, ça fait 2 ans que j'en parle, mais les premiers classements ont été révélés cette année. Mais seulement là, depuis fin octobre, ils ont ouvert les candidatures aux bars français. Donc si vous avez un bar français, c'est le moment. Là, je crois que c'est jusqu'au 30 novembre. Donc, c'est indiqué juste en bas, Next Submission Deadline. Donc jusqu'au 30 novembre. Donc là, on va publier l'épisode peut-être 2 jours avant, 3 jours avant. Donc dépêchez-vous de vous inscrire si vous avez un bar, si vous ne l'avez pas fait. Ce qui potentiellement fera que vous serez peut-être un nouveau piné de la prochaine salle de pins. Voilà. C'est genre, je crois que même si on l'avait cherché à l'écrire, celle-là, on l'aurait peut-être pas trouvé. Alors, les critères ici, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, vous avez 1 ou 2 ou 3 pins, selon comment vous êtes jugé. Donc là, il y a des critères qui sont exposés de manière transparente, qui vont être la qualité du service en salle, votre programme de boissons, l'ambiance du bar, le personnel, ou l'impact communautaire. Alors là, c'est peut-être un peu plus obscur, mais bon, peut-être typiquement, si vous êtes vachement vous mettez en avant des démarches RSE ou des choses comme ça dans votre bar, c'est des arguments qui peuvent être positifs. Dans le programme de bar, j'ai vu un peu dans les détails, il y a des critères qui peuvent être disqualifiant d'office. C'est typiquement... Le Long Island Iced Tea, par exemple. Non. Non, en revanche, si tu n'as pas au moins 2 cocktails sans alcool à ta carte, ils ont rentré c'est disqualificatif. Pour la partie responsabilité. Et d'autre part, tiens, ça me fait penser à un point que je trouve super important. Ce qui peut vous disqualifier, c'est s'il n'y a pas clairement votre adresse et vos horaires d'ouverture. Accessible facilement. Accessible soit pour le web, soit sur le menu, c'est ça? D'une manière je pense, moi, ça me fait penser à un truc. Des fois, je tombe sur des bars sur Instagram et en fait, avec leur compte Instagram, je ne sais même pas dans quelle ville ils sont. Oui, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas noté clairement dans la bio. Tu vois, t'es obligé de chercher. Les gens, ils ouvrent leur bar et ils ouvrent le compte. Pour eux, c'est une évidence. On a un bar parisien. Mais en fait, pour un kidam qui tombe sur le compte Insta, ou qui a vu un classement, je sais pas, le top 50 machin, qui tombe sur le compte Insta, des fois je suis là, mais en fait il est où ce bar? Dans quelle ville? Oui, t'es obligé limite d'aller cliquer sur le Linktree ou autre pour pouvoir en fait accéder. Et je trouve c'est bête, tu vois, c'est genre la première info, tu vois, enfin, j'extrapole un peu, mais il m'est déjà arrivé au niveau de RP d'être invité à des événements, et dans l'invitation, il y avait ni la date, ni le lieu. Et t'es là, tu sais, les gens des fois font les choses de manière. Mais est-ce que vous étiez nombreux à la finalité? C'est ça la vraie question. Bon, bref. Donc voilà, c'est un petit détail, mais pensez-y, finalement, le but de vous avoir un bar, c'est qu'on puisse le trouver quand même. C'est un détail, mais ça fait la différence aussi, parce qu'en général, on le voit, comme on est comme dans un mode de consommation de l'info et de solutions en un clic. Plus il va falloir aller chercher ces informations, moins tu as de chances que la personne se dise tiens, je vais aller visiter ce bar ce soir quand même, dans la ville où on est. Donc si on prend 3 plombes à aller chercher ou trouver cette info, tu vas avoir tendance à te rabattre sur un autre établissement. Plus il y a de la friction, plus ça décourage. Donc voilà, donc pour le Pinnacle, point important, c'est de l'auto-candidature. Et ensuite, il y a tout ce process et c'est suivi de visites anonymes apparemment. Et on a des détails ou la gradulométrie sur le nombre de votants, les profils des votants ou pas du tout là-dessus? Je crois pas. Je t'avoue, je ne l'ai pas vu comme ça. Non, moi j'ai cherché de mon côté, je n'ai pas trouvé aussi qui votait ou il y a moins de transparence que sur le 50. Après, je pense que vu qu'il y a une logique un peu Michelin, on va dire, entre guillemets,
l'anonymat des visiteurs mystères est primordial. Alors, oui, encore une fois, entre avoir l'identité et avoir le profil, pour moi, c'est des choses différentes. Par exemple, dans les 50% de barman et propriétaires de bars qui sont allés visiter les établissements des top 50, on n'a pas le nom et l'adresse des gens bien sûr. Pour pouvoir après directement les tacler. Là, d'avoir un tout petit peu, voilà, c'est un petit appel, je peux le translate in English dans les comments, mais pour les gens qui organisent Minac, c'est bien quand on a justement des concurrents, entre guillemets, sur des awards, de donner ce genre d'infos. Et en plus de ça, je pense que c'est rassurant pour les bars qui s'inscrivent ou pour les bars qui sont déjà inscrits et qui sont déjà en loupe d'avoir quand même un peu d'infos sur le profil des gens. On n'est pas sur un concours de bar ou quelque chose comme ça où on voit les gens en direct. C'est des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui peuvent voter. Par conséquent, c'est bien, je trouve, d'avoir... C'est ce qui manque, je trouve, à Pinacle. On n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'années de recul. Mais c'est dommage de ne pas avoir de visibilité, je trouve, sur quels sont les profils des votants. En tout cas, derrière le projet, c'est les fondatrices de la London Cocktail Week. Voilà. C'est au moins, on a ces 3 profils-là. C'est des gens de l'industrie. Voilà, des gens de l'industrie. Voilà. Next, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On a le Top 50. Ah non, j'ai les Spirited Awards avant. Donc les Spirited Awards, très connus, également donc à Tales of the Cocktail. Il me semble qu'on en est peut-être à la 20e édition, je ne sais même plus. Pas loin, je crois. Enfin, toujours est-il que les Spirited Awards, donc ça c'est tous les étés à la Nouvelle-Orléans. Là, comment ça marche les Spirited 2007. Awards? Comment? Depuis 2007. Ok. Ouais. Oui, bon, je me perds un peu dans tous ces chiffres, mais voilà. Bon, Tales of the Cocktail, événement super. Si vous y allez, faites attention, hein, parce qu'on y perd quelques années d'espérance de vie quand même. Voilà. Mais voilà, les Spirited Awards, très reconnus aussi. Là, comment ça marche? Très intéressant, là. C'est que c'est pas forcément à toi, en tant que bar, d'aller t'inscrire. N'importe qui peut inscrire n'importe qui. Et d'après leur doc, il suffit d'une seule nomination pour que ce soit potentiellement pris en compte. Que tu rentres dans la compétition. Exactement. C'est-à-dire que, je sais pas, vous kiffez un bar, vous voulez qu'il soit potentiellement nominé, vous pouvez aller l'inscrire de vous-même. Et voilà. Si vous dites à tous vos potes de l'inscrire, théoriquement, ça ne change rien à l'équation. Hein. C'est pas un concours de popularité d'inscription. Mais n'est-ce pas une très très bonne technique pour récolter de la data et à récupérer un paquet de noms d'établissements, même peut-être méconnus ou autres, etc. aussi à côté? Potentiellement. J'avoue que très naïvement, j'y ai pas pensé là. Non, mais je viens d'avoir un flash. Mais c'est vrai que quand tu as la possibilité de t'inscrire par toi-même ou d'aller voter pour un bar pour le faire rentrer dans quelque chose, ça permet aussi à ces organismes de récolter une donnée que tu n'aurais pas forcément à la finalité. Donc c'est plutôt intéressant. C'est malin. Très, très pertinente comme remarque. On n'y avait pas pensé à ça quand on a préparé le sujet. Mais effectivement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les Spirited Awards? Donc, il suffit d'une nomination, et ensuite, ce que les Spirited Awards font, c'est qu'ils annoncent un top 10 au printemps, et ensuite un top 4. Et en fait, le gagnant de chaque catégorie va être nommé dans le top 4. Donc, au moins, si vous faites le voyage à Nouvelle-Orléans, vous êtes dans le top 4, voilà, vous avez une chance sur 4 théoriquement. Ce qui est intéressant aussi dans le Spirited Award, c'est que donc là, c'est évaluation par plus de 200 experts de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que les critères sont... tout est écrit de manière publique. Et il y a même... Alors, faudrait que je le retrouve là, mais il y a sur le site des Spirited Awards, il y a carrément le nom de tous les chairs de toutes les catégories. Ah oui, il y a le leader à chaque fois de chacun des catégories. Oui, mais même tu as plus que le leader. Le nom de tous les votants. Pardon. Oui, c'est vrai. Il y a tout le board de votants qui est... Ouais, voilà. Où est-ce que c'est? Bon. Là, tu l'as. Voilà. Bon, t'as tous les boards, voilà. Sachant que, évidemment, sur le site, hein, si vous regardez les lignes, la sollicitation n'est pas encouragée. Hein. Voilà. Si vous allez harceler ces gens-là, vous allez être disqualifié, tout simplement.
Donc voilà, c'est une info. C'est cool qu'il voilà, tu sais qui remercier ou à qui en vouloir potentiellement. Mais voilà, donc en tout cas, ça c'est très transparent. Autre fait intéressant sur les Spirited Awards, c'est que il n'y a pas que des catégories bars, il y a aussi, tiens, je peux lancer ça, mais il y a une catégorie média, hein, si vous voulez nommer Distill News ou Bar News l'an prochain. On vous invite à le faire. On peut le faire. Et d'ailleurs, je vais teaser un petit truc, c'est que on va internationaliser tout ça. Donc, ça sera d'autant plus pertinent, voilà, avec une version en anglais de tout ce qu'on fait. Voilà, à suivre. Donc voilà, donc il y a plein de catégories. Il y a aussi des catégories dans les spiritueux, il y a des catégories dans les livres, même dans les podcasts, tiens. Oui, c'est vrai qu'il y a une catégorie là-dessus. Voilà, le Distillcast peut-être sera dans le top 10 un jour. Future. Ou peut-être qu'il faut qu'on se mette à l'anglais, à voir. Mais voilà, donc de manière assez transparente, c'est assez linéaire. Hein. Nomination, top 10, top 4, et puis après... Il y a peu de personnes sur chacune des... Tu le vois, hein, par exemple, tu prends l'exemple de... MLS Co-Chair avec Jared Brown, Anastasia Miller, ou même sur la partie Europe Co-Chairs, tu vois, avec Stéphanie et Roberta. La légitimité des gens qui sont dans le panel, c'est pas... voilà. Quand même sur des gens implantés dans l'industrie. Ah oui, c'est des noms... que fait leurs preuves. Oui, des noms qui pèsent. Et tiens, petite précision aussi, donc il y a la liste complète. Hein, là, ce qu'on affiche, c'est pas tout à fait complet. Ce qui précise, c'est que vu que c'est des gens de l'industrie, ils ne peuvent pas voter pour un truc dans lequel ils sont eux-mêmes impliqués. Voilà, ils sont exclus de base du vote. Voilà, typiquement, je sais pas, si moi j'étais dans ce truc-là et que j'étais nominé dans les podcasts, je pourrais pas voter pour moi-même, quoi. Voilà. Là où peut-être dans les 50 Best, je ne sais pas, il y a peut-être des échanges de votes, je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour, c'était le quart d'heure révélation de Fred. Je ne sais pas, j'ai entendu des choses. Mais bon, je veux pas me prononcer. Mais je ne sais pas. Voilà. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Du coup, voilà. Mais voilà. Bref. Pas possible. Ensuite... Pas bien. On va rentrer dans des trucs plus locaux. Et ça, c'est notamment en Grande-Bretagne qu'il y a des initiatives comme ça. Alors, on a le Top 50 Cocktail Bars, qui est un classement des meilleurs bars à cocktails de Grande-Bretagne, tout simplement. Donc, ça inclut aussi bien l'Irlande que l'Écosse, que le Pays de Galles et que l'Angleterre, évidemment. Ça, c'est révélé, il me semble, vers le mois d'avril. Voilà, donc moi, j'ai un petit commentaire, tu vois, quand je vois la page de garde, par exemple, surtout quand tu t'appelles Top 50 Cocktail Bars. Je trouve ça toujours dommage de ne pas voir le bar en vignette. De voir des cocktails. Parce que, en toute transparence, tiens, regarde, si tu descends en dessous, donc il y a Schofields et par exemple Blankers, qui est en 6e position, bon, on se retrouve avec un cocktail dérivé, je sais pas, hein, je ne juge pas le cocktail. C'est plus que. Ouais, mais il y a sur le Schofields, c'est pareil. Tu vois, c'est pas dans le même délire, même si c'est autre chose. Mais je trouve que des fois, on met effectivement le cocktail en avant parce que dans un restaurant, on va mettre l'assiette. Mais en général, quand tu as des classements de restaurants ou autres, tu as soit les personnes, le chef qui sont mis en avant, en fait, les êtres humains, ou le bar en lui-même. Parce que ça arrive très souvent que quand tu t'arrêtes à un endroit, je prends un exemple, attention, hein, qui n'a absolument rien à voir. Je vais à Dinan. À Dinan, je me retrouve à 19h30 arrivé à Dinan, je me dirige vers mon Airbnb. Et je ne sais pas où je vais manger. Hein. Je viens d'une autre ville en Bretagne, etc. Je fais une petite tournée de formation. Et je me retrouve à traverser du coup les voies ferrées avec mon véhicule. Et je vois un établissement dans l'enceinte de la gare qui est un monument classé. Et je vois un établissement qui s'appelle Zai Zai. Et je vois en fait l'établissement avec une transparence de vitre, un bar magnifique, des bouteilles. C'est ça qui a attiré mon œil. Okay. J'avais à la base dans mon adresse de GPS, j'avais mis un sushi pour aller me récupérer un vieux sushi que j'allais manger dans mon Airbnb. Et en fait, le fait de voir ça, j'étais au téléphone avec quelqu'un de l'industrie d'ailleurs que j'ai rappelé derrière. Et je me suis arrêté, je suis rentré dans l'établissement. J'ai même pas regardé le menu en fait. J'ai vu le lieu en lui-même. Et je pense que ce genre de classement-là, ça aide vachement parce que finalement, pour les consommateurs, etc., c'est hyper utile dans le sens où on a une idée, si on va aller on a la possibilité où on se situe à proximité d'un des top bars. Le verre, c'est une chose, mais l'esthétique du bar, c'est hyper important. Et en vignette, moi, j'aurais trouvé ça plus cool de voir le bar
les humains, peut-être, tu vois, le bar et l'équipe, ou une belle photo des gens derrière le bar qui travaillent, puisque c'est finalement aussi pour ça qu'on revient. Ouais. Par exemple, tu vois. Mais il faut que tu cliques dedans pour voir. Ouais, mais c'est une remarque juste en termes de c'est très personnel. C'est personnel, mais après qu'il y ait des détails sur l'établissement lui-même, qu'il y ait des photos des réalisations des équipes, bien entendu, c'est clé. Mais de voir les gens, l'humain, etc., qui est quand même c'est un métier de vente, d'hospitalité, d'accueil, de relationnel. Je trouve que c'est hyper important et il faut pas oublier, je pense, de mettre en avant ça. Enfin, un bar aujourd'hui. Je vais être très peut-être cash et catégoriel, mais pour moi un bar c'est une coque. Okay. C'est un objet qui est une vitrine à quelque chose qui va attirer finalement l'œil, parce que de loin on voit que ça, on voit la vitrine, mais ce qui va faire qu'on va y rester, ce qui va faire qu'on va commander, ce qui va faire qu'on va en parler autour de nous, ce qui va faire qu'on va le plébisciter, et ce qui va faire qu'on va y retourner, c'est l'expérience. Ouais. Bien sûr il y a la qualité de la boisson ou autre, mais c'est la relation avec les êtres humains. Vous prenez un bar, vous changez l'équipe de A jusqu'à Z, c'est arrivé des dizaines et des milliers, des centaines de fois, des bars qui étaient hyper plébiscités, etc. L'équipe change, hop, vous en entendez plus parler. C'est pas parce que les équipes sont moins bonnes, c'est qu'elles sont juste différentes. Ça devient un autre bar à la finalité, à mon sens. Surtout si l'équipe de direction change, etc. Donc, pour moi, ce genre de classement-là, surtout quand tu t'appelles cocktail bar, je trouve ça juste un peu dommage que l'image de vignette, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Petit placement, mais voilà, petite vignette, je trouve du bar c'est toujours cool, et après bien sûr voir les équipes et les réalisations. Mais ça ouvre un vrai questionnement, hein. Je dois dire, je sais pas si t'as des bars où la verrerie est très extravagante et tout, ça peut aussi attirer ton œil comme ça. Ouais. Mais ouais. Et après peut-être c'est peut-être un sujet à aborder plus tard, mais le côté show-off. C'est ça? Non, le côté turnover dans les bars, qui fait que peut-être tu es plus frileux à afficher une équipe de bar si tu sais que ça va et ça vient, quoi. Bon, là, on n'a pas le bon exemple sous les yeux, parce que c'est les frères Scofield. Le nom du bar, c'est le nom des proprios. Donc, voilà. Donc a priori, l'équipe ne devrait pas changer, sauf si le bar ferme, tout simplement. Oui, ils pourraient revendre leur nom et toucher des royalties dessus. Peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas, le top 50 cocktail bar, donc là on est sur un classement UK. Évaluation par un panel là aussi de plus de 200 experts de l'industrie, ça va être pareil, un peu comme sur les autres, des bartenders, des écrivains spécialisés, des professionnels de l'industrie et des influenceurs. Voilà, j'avoue, j'ai pas forcément de critères plus précis. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il se mouille pas trop. Il y a écrit que les critères sont évolutifs. Donc en gros, on vous donne des critères un peu vagues et puis en fait, ça n'engage à rien. Voilà. Mais voilà. Mais après, quand on voit le classement et qu'on connaît un peu la scène UK, je pense que on n'est pas choqué. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de beau après? Tac, tac, tac. Critères, donc hop, c'est indiqué. Et un dernier classement. Alors là, ils n'ont pas de site vraiment à proprement parler, mais c'est Class. C'est Class Magazine, oui. Class Bar Awards qui fait pareil. Ça doit être pareil au printemps, il me semble, le reveal de tout ça. Et on est pareil sur des bars UK. Et on est sur... Il y a 2 prix apparemment. Il y en a un qui est fait sur candidature où tu es jugé par un panel d'experts. Alors, là, pour le coup, Class, j'ai rien trouvé de précis sur comment, pourquoi. Et il y a un autre prix qui est vote de l'industrie, de typiquement tout ce qui est bar ou bartender de l'année, où là, il y a une espèce de classe collective ou quelque chose comme ça, un groupe d'experts de britanniques qui viennent de plein de villes au UK qui vont juger tout ça. Et là, on est encore sur un focus UK. Voilà, je n'ai pas forcément plus de précision sur celui-ci. Mais voilà. En gros, voilà un panel un peu... Je pense pas qu'il soit exhaustif, mais des principaux, de ceux les plus connus, ceux qu'on voit le plus apparaître et qui, je pense, sont assez représentatifs de l'industrie. Voilà. Ce qui est pas mal. Exactement. Alors, c'est vrai que ça fait pas mal de classements à la finalité. Donc, ouais. Là-dedans... Et voilà. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, déjà, on se fait un peu une idée de qu'est-ce qu'il y a et comment ça fonctionne.
on peut évidemment échanger sur plein de trucs là-dessus, moi qui me viennent sur finalement les bénéfices d'être classé ou non, comment on rentre dans ces classements. On a un peu répondu à qui vote ou quoi. C'est quoi le coût parce qu'il y a un coût finalement pour apparaître là-dedans, quels sont un peu les bénéfices, les inconvénients peut-être, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Peut-être pour rester un peu sur un côté très carré, voire un peu psychopathe, je te propose qu'on voit un peu un récap. Alors, Fred a des petites déviances. Et il a des fois des petites idées, parce que quand il voit tout ça, il prend le temps de concentrer les 260 000 idées, questions qui l'empêchent de dormir, qui hantent ses jours et ses nuits, etc. En même temps, s'il buvait moins de cold brew aussi, c'est pas notamment du cold brew pendant les émissions, peut-être que effectivement ce serait plus calme. Mais attention, Fred a compilé une très grosse partie de ses résultats dans un petit tableau. Alors, juste avant de montrer peut-être le tableau, je vais juste revenir, je pense, sur une des questions qui est sur le bénéfice. Une des premières questions qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'il a à gagner finalement, cet établissement ou ces établissements, qu'est-ce qu'ils ont à gagner d'être dans ces choses-là? La réponse, elle est relativement, je pense, simple. Une exposition sur du média, sur des choses qui sont quand même ultra bien référencées sur les moteurs de recherche, etc. Donc, ça permet d'être affiché. C'est aussi une reconnaissance de par l'intégralité des gens qui les entourent. Je veux dire, un nouvel arrivé comme... Je prends un exemple. Alchemico, qui n'est pas un bar qui a 10 ans. Ouais. Très rapidement, il s'est placé avant de gagner l'année dernière, par exemple. Ouais. C'est un établissement qui est fantastique. J'ai eu la chance, moi, d'y aller, de vivre l'expérience à Alchemico. Ouais, c'est totalement qui est pas dans un pays auquel on pense spontanément pour c'est pas Londres, c'est pas New York exactement, c'est pas... ne serait-ce que c'est même pas Cape Town en Afrique du Sud ou autre. Je veux dire, tu vas quand même sur Carthagène, etc. C'est quand même des zones géographiques qui sont retirées loin pour nous, etc. Et ben malgré tout, ça te permet d'être très très vite reconnu et d'avoir, je pense, une très belle exposition. Donc après, peu importe sur lequel des supports, mais je pense qu'un classement, quel qu'il soit aujourd'hui, ça permet, avec tout le travail qui est fait médiatique derrière, parce que, attention, vous avez, il y a des établissements, et ça, faut quand même le souligner, qui ont une grosse partie de leur travail pour rentrer et être classés dans ces établissements-là. Ouais. La manière dont ils travaillent le menu, la manière dont ils travaillent leur communication aussi sur les médias, etc., est hyper importante. On le voit, hein, Top 500... il y a une partie qui rentre c'est une analyse qui est faite par rapport justement à l'exposition médiatique au sens large, B2B ou B2C, et qui permet d'avoir ce classement-là. Sur les autres, on sait que le média en fait aussi intimement partie. Ouais. Donc, il y a ça, il y a le fait que quand il y a un consommateur, un touriste ou peu importe, qui vient dans une ville et qui meilleur bar à cocktail, il va forcément tomber en fait sur un de ces classements-là. C'est vrai. Au moins un de ces classements-là, peu importe où il se situe. Donc, le bénéfice, il est là. Quand on est exposé, voilà. C'est pas pour autant... c'est pas... ce serait intéressant de regarder ce top 500 et top 1000, top tout ce que tu veux et le comparer à des niveaux de chiffre d'affaires. Parce qu'il y a ça aussi qui peut être... Versus l'investissement mis. Certains de ces établissements-là ont des équipes spécialisées dans la communication et qui ont un budget annuel pour pouvoir se placer et se mettre en avant dans ces classements-là. Faut pas l'oublier. Et il y en a certains dont c'est fait relativement naturellement et viralement aussi. Donc il y a aussi un petit peu plusieurs niveaux. En tout cas, les bénéfices sont, je pense, indéniables. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de formule magique en plus. Oui, mais il n'y a pas de doute qu'il y a un investissement de temps à minima, au-delà d'avoir un bon bar qui est peut-être le b.a.-ba, mais c'est un investissement en temps pour aller communiquer dessus, le valoriser, le faire rayonner. Et ça passe effectivement par de l'argent qui va être mis soit à travers des voyages pour aller rencontrer d'autres bartenders et faire des guest bartending et tout. Il y a des bars qui ont pas forcément des équipes en interne, mais qui font appel carrément à des agences de relations presse qui vont toute l'année aller parler aux journalistes, leur dire « Ah tiens, il y a le nouveau menu qui est sorti, est-ce que tu veux pas venir le goûter » et tout.
Le mercato de tel barman qui a récupéré la carte, etc. Bien sûr. Voilà, Ça fait des lignes en plus. Hein. Il y a des fois, il y a des bars aussi qui investissent. L'autre fois, on faisait un sujet sur les menus. Oui. Bah, il y a des bars qui ont un investissement en temps, en énergie, en finance dans des menus justement pour briller, pour sortir du lot. Donc il y a effectivement, c'est pas. Et puis après, il y a la notion de personal branding aussi. On avait un peu évoqué ça sur les ambassadeurs, mais ça, c'est d'autant plus valable pour les bars de rayonner comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ça me fait penser à un autre truc. Alors, désolé. Tu parlais des coûts, des coûts d'investissement, etc., du retour là-dessus, du fait qu'il y avait carrément des agences qui étaient dédiées, enfin, dont une partie, effectivement, de leur travail consistait à mettre en avant et d'aller plébisciter et faire de l'advocacy pure auprès du lobbying. Finalement, hein, c'est un peu ça. Hein. Bah, c'est exactement ça. C'est du lobbying auprès des différents médias. Alors, moi, je l'observe, ça marche pas à 100%, clairement. Il y a des bars où tu vois qu'il y a du budget, tu vois ils font beaucoup de choses, ils accueillent des bartenders du monde entier, ils voyagent eux-mêmes, ils ont des agences, et c'est pas pour autant qu'ils finissent dans un 50 best ou quoi. Donc, il y a quand même... ça va au-delà quand même, hein. C'est pas la formule magique, mais forcément, ça aide, très clairement. Mais pour pouvoir avoir autant d'objectivité sur son analyse, Fred, comme on le disait, pendant ses longues nuits de 2h50 de sommeil et 3,5 litres de cold brew, crée des petits tableaux magiques. Mais voilà, effectivement. En fait, en préparant le sujet, là, je me suis dit, tiens, si on prenait tous les classements, là, qu'on les compilait dans un Google Sheet, voilà. Je vous montre un peu les coulisses de tout ça. Un Google Sheet où en fait j'ai repris les top 100 là, des 50 bets, le top 100 du top 500. J'ai pris tous les bars qui sont dans le Pinnacle Guide, qui ont été pinés. Voilà, j'adore le caser celui-là. Qui ont été pinés. Voilà, deuxième fois, troisième fois. Les bars qui ont eu un prix au Spirited Awards, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le top 50. Tiens, je suis allé même sur les trucs locaux. Là, Asia et tout voilà, ça. le 50 Best Asia, le 50 Best North America, le top 500 cocktail bar qu'on a vu juste avant, les Class Bar Awards. Et j'en ai même trouvé un tout récemment. Là, c'était Punch, qui a fait les 5 meilleurs nouveaux bars aux États-Unis. Et ça fait un total de 269 établissements. Exactement. Donc en gros, cumulé, il y a 269 établissements uniques qui sont cités dans ces classements, à minima dans le top 100. Hein. Évidemment, je suis pas remonté au top 500, hein, jusqu'au 500e du top 500. Et je me suis demandé, tiens, si on regardait qui sont les bars les plus mentionnés, en fait, globalement. Et donc, j'ai agrégé un peu toutes ces datas. Voilà. Vous voyez mon level de geekerie, des fois. Mais attendez, voilà. Vous avez pas encore vu celui d'après. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant. Je me moque, je rigole parce que je trouve ça assez génial. J'assume totalement, et c'est aussi comme ça que je travaille sur Distill News et Bar News. Non, mais en plus, tu sais que je me moque pas du tout. C'est juste que j'ai halluciné quand j'ai vu la granulométrie de ton boulot, et que je trouve au contraire hyper cool parce que ça permet de relever quelque chose dans un marasme d'informations et dans une tonne de classements avec une tonne de 50, de 70, de 2, de 10, qui fait que du coup, on a une vision et on regarde si c'est à peu près tangible, finalement. Voilà, une des questions primaires en préparant ça, c'était de se dire, est-ce que finalement, ces classements sont cohérents? Est-ce qu'on peut les prendre pour argent comptant? Est-ce que quand le 50 Best te dit que Handshake Speakeasy, c'est le meilleur bar du monde, est-ce que c'est contestable? Est-ce que d'autres classements vont dans le même sens? Donc voilà, je me suis intéressé à voir, est-ce que c'était cohérent? Est-ce qu'on pouvait... Alors, j'ai voulu moi-même, je vous avoue, hier, mettre en place mon propre algorithme sur la base de tout ça, mais j'ai pas trouvé le bon équilibre sur comment pondérer. Il était surtout 7h du matin, il fallait que tu ailles te coucher, non? Presque. 6h50. Il était 3h du matin. Voilà. Mais voilà, ça sera peut-être pour une prochaine fois. On créera le Bar News Awards algorithme qui compile tous les autres classements. Grave. Mais voilà, l'idée c'était de voir est-ce que c'était cohérent, d'aller voir typiquement qui sont les bars qui ont le plus de mentions dans un top 10 international. Donc typiquement 50 Best, Top 500, Spirited Awards
et j'en oublie un, Pinnacle. Voilà. On va dire les bars qui sont le plus mentionnés dans ces classements-là, qui sont internationaux. Alors en plus, le Pinnacle, on va voir que ça engrange encore plus de pays là, dans les semaines et les mois qui viennent, donc ça sera encore plus intéressant à suivre. Et voilà. Et on voit que typiquement, Handshake Speakeasy, qui est number one au 50 Best, et ils sont mentionnés 4 fois, en fait, 3 fois dans ces classements internationaux. Et ça monte à 4 fois si on prend en compte, évidemment, le classement des 50 Best North America, où il est reclassé dedans, forcément. Enfin, il est numéro 1 du classement aussi. Ce qui est logique. Il est meilleur bar américain et meilleur bar... Et encore une fois, c'est le nombre de mentions. C'est-à-dire le nombre de fois où le bar est cité. Pas du tout. On fait... J'insiste là-dessus pour pas qu'on ait après des commentaires en disant mais pas du tout, il est pas 4e, il est pas machin. C'est le nombre de mentions. Oui, c'est le nombre de mentions. Donc on voit que Handshake Speakeasy, voilà, c'est cohérent. Il est dans la plupart des classements dans les top 10. Maintenant, si on regarde les bars, par exemple, les plus mentionnés, moi, il y en a un qui ressort tout de suite dans les top 50, c'est Panda & Sons, tu vois, par exemple, qui est un peu plus en retrait sur ces classements. Enfin, il est très bien classé, hein, mais on voit que lui, en comptant les classements UK notamment, et en fait, j'ai envie de dire, pour moi, ça serait lui le bar le plus influent, parce qu'en fait, il est de tous les classements, pas premier forcément, mais il est là, il est toujours là, et puis objectivement, alors moi j'y suis déjà allé, mais je dirais pas que c'est le meilleur bar du monde. Néanmoins, ça, indéniablement, moi je dirais que c'est le plus influent, tu vois. Quand le top 500, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, le top 500 bar, la formulation qui est employée, c'est que Imcock, qui est premier cette année, c'est le bar le plus influent du monde. Top 500 bar ne dit pas c'est le meilleur bar du monde. Parce que l'algorithme ne juge pas de forcément la qualité intrinsèque des drinks et tout, mais voilà. Mais simplement, visiblement, il a des bonnes notes sur TripAdvisor, je sais pas, il est bien classé dans des trucs, bref. Mais voilà, peut-être, moi, si je challengeais le truc, je dirais, ah tiens, Panda & Son, moi, je vois ça, je me dis, pour moi, Panda & Son est peut-être plus influent que Imcock. Voilà. Bref, un take, mais tout sense, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que on a... j'aime bien le fait que tu aies pu compiler ça en parlant de mention. Parce que aimer un bar, c'est quelque chose de super... c'est pas objectif que de dire, par exemple, si je te posais la question aujourd'hui de dire c'est quoi ton bar préféré, c'est compliqué parce qu'il y a peut-être un bar que tu as adoré, il y a 1 mois et demi, tu t'es dit ça c'est mon bar préféré. La semaine dernière, t'es en voyage, ça c'est mon bar préféré. Parce que ça se trouve, c'était parce que dans l'instant T, avec la personne avec qui t'étais, dans le groupe là c'est quelque chose qui était intéressant. Moi je vais dans un établissement en fonction de ce que je vais rechercher. Si je veux en prendre plein la gueule, par exemple, sur un verre, la qualité d'une recette hyper poussée, chiadée, etc., je vais aller dans un établissement. Si je veux quelque chose de peut-être moins complexe, plus convivial, avec du son, etc., je vais aller dans un autre. C'est pas pour autant que l'établissement est meilleur, en finalité. C'est juste que c'est des établissements qui sont différents. Là, c'est pour ça que je trouve que ton idée de cumuler ce mentionnage est hyper pertinent. Effectivement, Panda & Son a fait... plein de bars font beaucoup de bruit. Maintenant, je ne sais pas si on regardait au niveau de l'impact médiatique. Le Connaught est toujours là. Connaught est toujours là. Depuis peut-être même le début. Ouais. Jusqu'à encore, c'est toujours bardé d'awards, etc. Et la quantité médiatique, la value média, par exemple, du Connaught, je pense que c'est colossal. Et que c'est en réalité pondéré bien plus que même Panda & Son ou Handshake. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ta media value, elle est bien plus importante. Mais à la finalité, il a été peut-être moins mentionné ce coup-ci. Exactement. Cette fois. C'est comme, tu vois, je vois un bar comme Atlas, qui pour moi est très présent, qui bouge beaucoup. C'est très bon exemple de... C'est comme si tu me parlais... Je reprends, je suis désolé, je reviens en arrière. On fait un classement du top Singapour, et Atlas, tu me mets une photo de cocktail. Là, pour le coup, Atlas... Oui, il faut mettre le bar, oui. Faut mettre le bar. Je dis pas que les cocktails sont pas beaux. Hein, la tour de gin, là. Mais c'est incroyable. Carrément, où tu vois, je vois Quant ou Satin Whiskers, j'ai le sentiment, comme ça, de manière très spontanée, que c'est des bars
ont une love brand, c'est des love brands, quoi. Enfin, je veux dire, Quant avec Eric Lawrence de ex-Savoy, qui pèse, quoi, tout simplement, qui est toujours là, les années défilent. Le mec, d'ailleurs, je voyais des vidéos, il vieillit pas, ce mec. C'est Benjamin Button. C'est incroyable. Mais voilà, qui est toujours là, qui pèse, qui est dans les classements, voilà, même si on le voit pas forcément numéro 1. Satan Whiskers, alors j'ai jamais fait, mais je le vois tout le temps. C'est trop cool. Je sens qu'il y a vraiment un amour pour ce bar. Puis c'est un bar qui commence à dater entre guillemets sur la scène londonienne. Hein. Ouais. Il a instauré. Enfin, je pourrais pas dire exactement quel âge il a, mais à mon avis, on n'est pas loin des 10 ans peut-être. Hein. Ouais. Mais voilà, du coup, petite tentative un peu de voir un peu de challenger tout ça, de voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir d'autre que Handshake Speakeasy ou Imcock, par exemple, si on prend les top 1 des deux classements internationaux. Quoi. Alchimico, que tu mentionnais, il a été nommé meilleur bar du monde au Spirited Awards, pour le coup. Mais voilà, peut-être montrer l'autre petit tableau qu'il a. Préparez. Alors là, je vais vous demander de faire... On recule. Voilà, prenez votre respiration, tout va bien. Vous n'êtes pas prêt. Bon, ce mec... Tu le survends. Non, mais parce que, outre le fait, c'est pas pour lui jeter des fleurs, outre le fait que c'est hyper pertinent, mais quand il me l'a montré, vous ferez peut-être la même tête devant. Alors vous l'écoutez, ça va être compliqué à décrire du coup en audio, mais on va essayer de vous le décrire le maximum pour ceux qui nous écoutent sur Spotify autres, mais... c'est une vision super intéressante, analytique. Je pense que plus geek en analytique, en niveau de comparaison, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai mis 10 bonnes minutes à atterrir, mais je trouve ça ultra intéressant et visuel. En plus, c'est très visuel. Donc, oui, là, c'est visuel. C'est très visuel, mais je vais essayer de le décrire un petit peu. L'idée, là, c'était simplement de prendre les 50 best et le top 500 bars, de regarder le top 50 de ces deux classements, de voir combien de bars sont à la fois dans l'un et dans l'autre, dans le top 50 de l'un et l'autre, et de voir dans quelle mesure il y a des disparités entre le classement de l'un ou de l'autre, ou est-ce que c'est vraiment cohérent. Donc voilà, pour ceux qui ont la vidéo sur YouTube ou Spotify, voilà le résultat. Un petit mapping, où en fait, sur le... Alors c'est quoi? C'est abscisse ou ordonnée? Abscisse et ordonnée. Donc abscisse, voilà, c'est la verticale. Et l'horizontale, c'est les 50 best. Et la verticale, ouais, putain, j'ai du mal. Hein. Top 500. Donc l'idée ici, c'est qu'en fait, si vous tracez une diagonale en partant de 0 là, et que vous suivez la diagonale, alors on ne voit pas forcément, on voit pas ma souris à l'écran, mais imaginez la diagonale. Ça, abscisse à l'horizontale, ordonnée à la verticale. Voilà. Je suis allé vérifier pour être sûr qu'on ne passe pas pour des branques. Voilà. Voilà, s'il y a des experts en mathématiques, n'hésitez pas. Mais voilà, la diagonale, en fait, tous les bars qui sont dans la diagonale, vraiment, ça veut dire que en fait, le classement entre les deux tops, ils sont cohérents. Typiquement, Handshake Speakeasy est premier des 50 best et troisième du top 500. Sips est troisième du 50 best et deuxième du top 500. Le truc parfait, c'est Jigger and Pony. Ils sont cinquième du 50 best, cinquième du top 500. Donc on voit que c'est des bars et on voit que les deux classements sont ultra cohérents. Globalement, sur les 50 premiers bars du 50 best, 50 premiers bars du top 500, il y en a 33 qui sont dans les deux classements. Grosse grappe, ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'il y en a 17 qui visiblement sont soit dans l'un, soit dans l'autre, ou peut-être plus que ça en fait. Enfin bref. En tout cas, il y en a 33 qui ont cette double truc, quoi. Typiquement, Bar Nouveau, si on parle de bar français, il est aussi bien classé dans le 50 best que dans le top 500, en étant 39e dans l'un et 32e dans l'autre. On a Danico, on voit que Danico, il y a une petite disparité puisqu'ils ne sont, entre guillemets, que 49e du 50 best, mais 23e du top 500. Ce qui reste quand même plus cohérent que d'autres bars. On peut les citer, c'est pas le problème. Hein. Mais c'est vrai que des fois, il y a des grosses disparités. Voilà. On a Cambridge, très cohérent, Cambridge. Ils sont, très cohérents. Oui, 19e dans le 50 best et 24e dans le top 500. Donc voilà, on voit sur ces bars-là,
bah voilà, les classements sont plutôt d'accord. On voit que là où il y a plus grosse disparité, ça va être Imcock, bah, qui a fini premier du top 500. Mais malgré cette place de premier du top 500, ils ne sont que 11e. Que 11e, les pauvres, du 50 Best. Et Panda Son, qu'on citait avant, bah, ils sont 4e du top 500. C'est là que je trouve que c'est mon ressenti avec le top 500 est très cohérent parce que voilà, je dirais que Panda Son est très influent. Donc voilà, ce qui fait qu'ils sont 4e du top 500, mais au 50 Best, visiblement, ils n'ont réussi qu'à arriver que 30e. Donc voilà. Pour le graphique un peu qui fait waouh apparemment. Non, mais alors peut-être que je m'extends. Moi, je suis très introverti comme garçon, tout le monde le sait. C'est pas ça, c'est que je trouve que c'est intéressant de se dire voilà, c'est bien d'avoir ces classements-là. On prend les 2 gros principaux leaders des classements des bars. Oui, bon, on n'a pas tous mimé. Hein, parce qu'à un moment donné, la nuit était courte aussi. Donc il fallait. Voilà, on pourrait en mettre d'autres aussi pour aller faire de l'analytique ou autre. Mais je pense que c'est intéressant de regarder ça et je pense c'est pour ça que je trouve que c'est un boulot qui est vraiment pertinent pour voir juste cette cohérence. Voilà. Ouais. Cohérence, attention, pas de l'établissement, mais de ses analyses et de ses classements. Oui. Est-ce que c'est pertinent pour tous les bars? Majoritairement, on se rend compte que oui. Hein. Cette espèce de diagonale qui finalement est la logique. Si on prend Virtu, Tantan, Nouveau Atlas plus loin, et ben typiquement, ça reste quand même, si tu veux, dans une quantité en abscisse et en ordonnée, que ce soit dans les 2 classements. Virtu, super cohérent, 42e et 43e. Voilà. Ça reste cohérent. Donc, tout ça, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, si je devais vraiment faire une conclusion. Ouais. Si tu regardes en dehors de cette bande transversale et de cette diagonale, il y en a très peu où les 2 classements ne sont pas d'accord. Oui. Tu vois, Zest, Danico, Panda Son, Maybe Sammy, Imcock. Voilà, là, les classements ne sont pas d'accord. Voilà, c'est des super établissements, c'est des bêtes de bar avec des bêtes d'équipe et des super cartes et des super esthétiques de lieux, mais les 2 classements ne sont pas d'accord. À savoir pourquoi, ça, personne ne le sait. Car il y a plein de critères, il y a un jugement différent. Voilà, alors, quand même, j'ai noté, parce que je suis allé quand même chercher des petites incohérences, si je peux me permettre, et j'en ai trouvé quelques-unes. Voilà, comme ça, si on veut un peu de grain à moudre pour dire « Ah, c'est un peu bizarre quand même ces classements ». Si on regarde, par exemple, est-ce que je l'ai là? Bon, la plus grosse incohérence pour moi, un truc qui m'a frappé, c'est qu'on a un bar qui s'appelle Lioness, qui est le seul bar qui a obtenu les 3 pins au Pinnacle. C'est le seul bar. Ça veut dire qu'il s'est inscrit. Ça veut dire qu'il s'est inscrit, mais ça veut dire... Mais il y en a d'autres qui se sont inscrits. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour rappel sur Pinnacle, Paradiso, voilà, mais pour rappel sur Pinnacle, tu t'inscris. C'est pas on vient te chercher et tu as la possibilité de l'être ou tu es cité dedans ou tu t'inscris. Ils se sont inscrits et c'est le seul bar qui a l'honneur ultime d'avoir eu les 3 pins qui veulent dire que c'est un bar absolument exceptionnel. Je n'ai pas fait Lioness, mais pour avoir fait Dandelion à l'époque, quand ils avaient été premiers des 50 Best, il me semble, c'est une des fois où je me suis dit, là, mérité, c'est trop cool Dandelion et tout. Service au top, cocktail au top, enfin bref. Du coup, c'est pour ça que j'ai remarqué Lioness. Tiens, Lioness est le meilleur bar selon le Pinnacle Guide. Ils ont obtenu le prix au 50 Best du meilleur menu de l'année. Et malgré tout ça, ils sont même pas dans le top 100 du 50 Best bar. Du coup, je fais, t'as le meilleur bar de l'année, t'es le seul bar à 3 pins au Pinnacle, mais t'es même pas dans les 100 meilleurs bars du monde. Bizarre. Voilà, ils sont 14e dans le top 500 pour le coup, ce qui est plus cohérent, je dirais, avec le reste. Sinon, si on... Alors après aussi, je fais juste une aparté. Hein. C'est pas du tout pour te compter, c'est pour ajouter quelque chose. Hein, mais Lioness, pour ceux qui ne connaissent pas ou autre, la personne qui est derrière
derrière ça, Mr. Lion, c'est un très bon, puisque Dandelion, c'était aussi le même. Oui, c'est pour ça que je le mentionne. Ouais. C'est le même lieu, en fait, qu'ils ont rebrandé. C'est dans un hôtel à Londres. Et qui est fou et que je trouve super intéressant. J'emmène une aparté. Je pense pas que sa disparité de classement ou le fait qu'il soit pas dedans ne jouera pas trop, je pense, sur son efficacité ou autre. Il y a juste un truc que je veux rajouter par rapport à ce monsieur et je dis ce monsieur parce que je trouve que c'est hyper. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi transparent. Il y a quelque chose de très très cool sur son site personnel. Ouais. Il parle de ses établissements et il a la liste de tous ses établissements qu'il a déjà ouverts, mais aussi ceux qu'il a fermés. Okay. Il y a une liste, on pourra se balader quand on rentrera dans les bars peut-être et quand on rentrera dans certains sujets. Il a carrément affiché les établissements qui sont toujours ouverts de ceux qui sont fermés. D'accord. Mais... Et de souvenir, il écrit des choses justement à ce sujet. Mais après, ils ont une logique de fermer des bars aussi parce qu'en fait, c'est qu'ils recréent un concept. Typiquement, Lioness, c'est le même lieu, le même hôtel que Dandelion, c'est juste qu'ils ont... Et avant Dandelion, c'était quoi? Mais c'est sur la même coque, tu veux dire? Ouais, c'est le même lieu. C'est toujours dans le même lieu. Ouais, je savais pas du tout, c'est pour ça que je me pose la question. Mr. Lion, il y a 10 ans ou quoi, c'était un bar, et après, ils l'ont appelé Super Lion, tu vois. Ils ont refait le concept. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est la même coque. Voilà, du coup, c'est en mode... c'est genre, ils avaient été... J'ai jamais fait attention à ça, parce que Best Hotel... D'accord, ok. Mais d'ailleurs, c'est super intéressant, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui est capable d'être numéro 1 à un instant T. C'est ouf. Et de rebrander le truc, dire on capitalise même pas sur ça. Mais c'est dingue. Je suis sur le site internet, si vous avez mrlion.com, c'est hyper rigolo. Alors, je savais même pas que c'était le même lieu, mais par exemple, alors des fois c'est marqué Relocated, par exemple Super Lion Relocated, ou Cube, par exemple. RIP, clairement, en fait, c'est un établissement qui est fermé. Dandelion RIP, White Lion RIP. Il y a plein de... Et il y a tous les awards qu'il a eu. Je pense que c'est un énorme pied de nez, quoi. Je trouve que c'est là où c'est drôle. Ouais, voilà, très bien. Alors, attends, aussi pas... Ouais, ça... Venue. Si tu vas dans Venue et que tu vas tout en bas, par exemple. Tu vois, je le prends à l'envers exprès, mais si tu vas tout en bas, parce qu'il y a le gros cadre en bas, c'est sur ces deux établissements, sur Dandelion et White Lion qui étaient les premiers. RIP for now. Je trouve ça ouf. Et là, t'as vraiment ah oui. tout... Voilà. T'as tous les rewards. Il a un beau CV. Best bar team, world best machin. Ça part dans tous les sens. Mais non, on va le fermer, on va faire autre chose. Et puis hop, on va faire Super Lion, voilà. Mais quand même, le mec, il a relocated son bar, mais il a quand même arraché un petit best sustainable bar au passage. Tu vois. C'est quand même à chaque fois qu'il ouvre quelque chose. Et je pense pas que c'est pas dû juste par le nom ou la popularité du gars derrière. Il y a quand même un travail qui est totalement dingue ou autre. Alors, oui, avec des budgets colossaux, etc. Faut pas se faire non plus derrière. Il y a une aura, clairement. Moi, objectivement, Mr. Lion, j'adorais le concept, le côté, tout est pré-batché, il pèse, il n'y a pas de garniche, c'est très minimaliste. J'aimais beaucoup. Quand ils ont fait derrière Super Lion au même lieu, j'ai pas trouvé ça cool. Enfin, j'ai pas trouvé ça cool. J'ai pas... Enfin, voilà. Ouais, t'accrochais pas au concept. Voilà, c'était pas... par contre, dans Dandelion, je trouvais le service était top, quoi. Voilà. Mais en tout cas, bon, on extrapole un peu, mais en tout cas, fait notable, ce bar Lioness, meilleur menu 2024, meilleur bar des Pinnacle, et pourtant même pas dans le top 100 des 50 best. Donc voilà. Sinon, j'ai noté des petites disparités. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que les jurys sont différents ou est-ce que c'est une vraie inconsistance? Mais par exemple, j'ai noté que Super Bueno est devant Overstory dans les classements nord-américains. Alors si je montre le classement nord-américain, voilà. Super Bueno est 2e, Overstory est 3e. Par contre, si on va dans le classement des 50 best bars, eh ben, on voit que Overstory est passé, il est passé en fait devant Super Bueno. Qui est 15e versus... Donc voilà.
Donc on voit qu'un bar est meilleur que l'autre dans le classement nord-américain, mais il n'est pas meilleur que l'autre dans le classement international. Après, ça me choque un peu moins dans le sens où tu as quand même un gros paquet aussi du panel qui va différer. Et puis surtout, Probablement. Tu rajoutes de l'international, tu rajoutes quand même aussi beaucoup de bars. Mais c'est l'inversion est intéressante. Il y a le même phénomène sur Zest, qui est devant Jigger Pony dans le classement asiatique, mais qui s'est inversé dans le classement international. Et là où c'est le plus gros, c'est que Rayo est 5e meilleur bar nord-américain, mais seulement 87e au 50 Best. Ça, c'est ouf. Donc là, il y a vraiment, je sais pas, entre la sensibilité nord-américaine, visiblement, et la sensibilité internationale, il y a un énorme gap. Voilà, mais bon, c'est pour chipoter, pour geeker un peu au milieu de la nuit. Non, puis c'est marrant de voir partager tout ça. Quoi. Mais non, super. Hein. Merci pour ce boulot de prêtrie, de granulométrie, etc. C'est intéressant d'avoir une vision aussi globale, transversale sur ces différents classements, de donner aussi un peu plus d'infos et de compiler peut-être, parce que les gens n'ont pas forcément toujours le temps. C'est aussi le but de ce travail, de ce podcast, c'est d'essayer d'analyser et de ressortir peut-être un seul fil, d'essayer de simplifier, même si des fois on perd un peu en sucette, mais essayer de simplifier un petit peu cette complexité, parce que avant il n'y en avait qu'un seul de classement, maintenant il y en a 2, puis 3, puis 4. Voilà. Des nouveaux qui vont peut-être arriver encore. Peut-être. Le fameux Distill News Awards. Le Algo Distill News. Qu'est-ce que je voulais aborder un dernier point. On parlait de combien ça coûte un bar. Bon, les avantages et tout, on a compris que c'est l'exposition, évidemment. Je pense qu'on a tous vu des bars qui sont apparus dans les classements et puis on voit que maintenant il y a la queue tout le temps devant. Voilà. Typiquement le Little Red Door, quand ils ont été super bien classés, et je crois que ça continue encore, même s'ils sont plus loin dans le classement maintenant. Il y a la queue devant maintenant. Alors qu'il y a quelques années, il y avait, on n'avait pas forcément une place, mais en tout cas, il n'y avait pas la queue. Voilà. C'est vrai. Il y a un impact parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui chassent justement les top bars au même titre que les gens chassent les restaurants. Et je vais. C'est TikTok, ça. Et je vais. C'est TokTok, ouais. Mais je vais te donner un exemple. Dans la gastronomie, tu prends le jeune chef prometteur. T'en as plein qui font ça. Je vis avec quelqu'un qui est fan de ça. Aller flairer le chef d'avant l'étoile. Tu vois. Pour être sûr et certain d'avoir une place avant 3 mois, 2, pas payer 30% de plus du prix et quand même vivre la même qualité d'expérience. Et je pense que tu as des établissements qui en ont profité, qui ne l'ont pas forcément dit, mais qui, des fois, de par les classements, ont augmenté leur prix. Et je trouve ça complètement légitime. On paye plus cher parce qu'il y a un reward et il y a eu justement... Parce qu'il y a de la demande. Parce qu'il y a une demande. Et on sait que c'est quelque chose de plus qualitatif, de reconnu, qui a été plus exposé, qui a été reconnu comme. Donc, du coup, effectivement, on peut payer plus cher. Ça reste subjectif aussi. Faut pas aussi, je pense qu'il faut aussi le souligner, c'est hyper important. Il y a beaucoup d'établissements à travers le monde entier, que ce soit en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, en Asie, dans les pays nordiques, dans le sud de l'Europe, sur toute la partie de la bande de Grèce, Israël et de Saoud, qui sont incroyables. Et en France, bien entendu, dont on n'entendra jamais parler, qui ne feront jamais partie de ces classements-là, qui seront jamais awardés, qui ne participeront à aucun concours ni rien, et qui pourtant sont des établissements totalement dingues. Ça, faut pas aussi l'oublier que on parle, là, quand tu as croisé le tout, c'est 269 établissements dans le monde. Sûr. Donc c'est pour ça que voilà, j'aime... Moi, je sais que typiquement, j'avais découvert, tu vois, j'étais à Tokyo, j'avais découvert Bar Ben Fidish il y a maintenant, je sais pas, c'était en 2017, il me semble. J'avais vécu une super expérience et j'étais super étonné qu'il soit à l'époque, je crois, il était même pas dans les 50 best ou même dans le top 100. Tu avais tout le temps Bar High Five, par exemple. Là où Bar High Five, j'avais pas spécialement kiffé par rapport à un Ben Fidish ou un bar Ginza Bar ou des trucs un peu atypiques, sans bruit et tout. Enfin, donc voilà. Ça prend du temps. Je ne sais plus quelle était l'année d'ouverture, par exemple, tu vois, d'Alchimico. Mais Alchimico, on y est allé parce qu'un contact local nous avait dit allez Alchimico, allez tester, c'est un bar qui est super. Et
pas une seule fois, on s'était projeté, même si on avait dit clairement que ça le méritait, que l'établissement ait un impact comme ça international à travers ces classements-là aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus quand des fois vous découvrez des bars ou autres et que vous avez la possibilité d'aller les nominer. Voilà. J'invite les pros, mais aussi les consommateurs. Hein. Il y en a plein. Je discutais hier l'autre jour avec une patronne d'établissement qui me cite des bars dans Paris ou autres que je connais absolument pas. Et ça vaut le coup, je pense, de les mettre en avant, etc. Donc ça, c'est intéressant. Très bien. Je pense qu'on a fait un tour assez large. Je voulais juste finir avec un petit truc, hein, peut-être sur un peu l'ironie du bar, des bests, là. C'est un post de Cocktailman, là, de Daniel Nevsky, très influent, lui aussi, sur Instagram, qui a fait un post sur les awards et le brand money trap, il a appelé ça, et que j'ai trouvé très pertinent et très, très juste, hein, si vous visez ça. En gros, son post qui dit, c'est que vous ouvrez un bar à cocktail, vous commencez à voyager et à promouvoir votre bar, vous finissez par gagner un prix et à être invité à plein de voyages en plus, et vous commencez à réaliser que vous faites plus d'argent en faisant des guests, en faisant des chiffres, des séminaires, enfin bref, tout un tas de boulot annexe finalement à votre bar, et du coup, vous n'êtes plus à votre bar, sauf que vous devez garder votre bar ouvert pour continuer à voyager et avoir de l'argent des marques, parce que on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais dans la partie financement, un peu pour être tout ça, ça marche beaucoup avec des sponsors, des marques qui vont accompagner des bars sur des voyages, des bars, des clients qui utilisent leurs produits. Ils vont leur payer le voyage pour faire le guest shift, ça va mettre en avant tel ou tel whisky, tel ou tel gin, que sais-je. Et voilà. Mais c'est un peu le paradoxe au final, c'est que pour faire rayonner son bar, des fois, il faut ne plus être à son bar, ce qui est un peu la petite touche un peu triste. Voilà, je sais pas, ironique. Mais voilà, à méditer en tout cas. Je sais pas si ça t'inspire une dernière réflexion, mais je voulais le caser. Mais tu fais bien. Je pense que c'est une très bonne conclusion. J'ai des avis là-dessus et je vais juste les compléter en disant qu'il y a deux profils. Il y a le profil de l'établissement, effectivement, qui est classé, dont, effectivement, le fondateur ou le patron n'est plus dans le bar, mais n'est même plus présent, non plus dans la partie industrie, etc., et peut toujours être nommé en tant que personne influente dans l'industrie, etc. Et puis, l'autre, c'est le bar où le patron, le fondateur, le leader, etc., n'est pas là, mais par contre, plébiscite, fait des guests et active effectivement un réseau et communique sur son établissement pour le faire découvrir, fait des cartes en pop-up, etc. Pour moi, c'est ces deux choses-là que je dissocie en mettant la partie où le head bartender, le bar founder est devenu l'ambassadeur finalement du bar, l'image de marque du bar et le PR finalement, le vrai sales rep de l'image du bar, et où l'autre, où la personne s'est vraiment mise en fait en retrait et des fois est quand même toujours nominée, etc. et sur lequel il y a moins de travail finalement de RP personnel, je parle. Mais bon, Daniel Nevsky est à suivre de par la décadence, la non-langue de bois et en même temps la pertinence impertinente de ses commentaires. Je propose de rester là-dessus. Voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des trucs, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter. Ça aide beaucoup pour la découvrabilité du podcast. À le partager, évidemment. Et puis, on se dit à très vite pour un nouveau numéro. Voilà. Avec plaisir. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut Fred.